allons passer ensemble une heure pour mieux comprendre les opportunités et les défis du marché américain et surtout partager des stratégies concrètes avec des experts et des entrepreneurs qui connaissent ce parcours de l'intérieur. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter notre modérateur de ce soir, Eric Delcoteau. Merci Eric d'être présent parmi nous. Son parcours illustre parfaitement la rencontre entre innovation, stratégie et performance. Il a dirigé des transformations majeures et des phases de croissance soutenues chez notamment 3M, Lincoln, KCM Medical et Owen Mumford. Et en 2023, il a rejoint Regen Lab comme administrateur indépendant. Et 2 ans plus tard, en 2025, il a fondé Equiper Health. C'est un cabinet de conseil de stratégie dédié à accompagner les entreprises de santé dans leur passage de l'innovation à la performance. Voilà, il est diplômé d'un MBA en stratégie et intelligence économique et il s'implique également dans des cercles d'influence et de réflexion, siégeant notamment à la Chambre de commerce franco-britannique, au club du 21e siècle et aux entretiens de l'excellence. Voilà. Donc il a un regard international, il a une expertise stratégique et une passion pour la health. Et donc voilà, nous pensons qu'il est particulièrement bien placé pour animer et enrichir nos échanges ce soir. Donc avant de lui laisser la parole, un petit rappel pratique. Merci de bien vouloir garder vos micros désactivés pendant toute la durée du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Elles seront relayées aux intervenants dans la dernière partie de notre échange. Et puis voilà, avec ceci, je cède la parole à Eric pour lancer cette discussion et accueillir nos invités. Merci. Merci beaucoup Caroline pour cette introduction, je dirais bien sympathique. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir en direct. Alors, comme vous le savez, traverser l'Atlantique en avion, c'est facile. Réussir en health aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins. Sourire mis à part, place au concret, comme l'a exprimé Caroline, comment transformer le rêve américain en stratégie gagnante. C'est tout l'enjeu de notre session de ce soir. Bienvenue dans ce webinaire Start-up française en Health Tech aux USA, stratégie pour percer, financer et surtout réussir. Nous en sommes fiers, la Health Tech française innove bien, innove vite, mais sœurs à des cycles, nous savons tous, qui sont longs, une réglementation stricte, des besoins en capitaux massifs et une concurrence féroce. Et malgré tout, l'Amérique reste l'horizon qui attire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous le savez certainement, mais c'est un rappel, les États-Unis concentrent près de la moitié du marché mondial de la health tech. Même si l'accès reste difficile, les fonds, on l'a vu en mai 2025, les financements biotech ont chuté tout de même de 57% en un an, l'un des pires niveaux, je dirais, sur ces 5 dernières années. Alors qu'on sait qu'une biotech a besoin en moyenne de 20 millions de dollars par an pour réussir ses essais cliniques. Pourtant, et heureusement, je dirais, les opportunités existent. Les tickets de capital risque américains sont 5 à 8 fois plus élevés qu'en France. Et la FDA délivre chaque année à peu près 3000 autorisations du fameux 510T. Et nous avons noté aussi que plus de 500 validations du logiciel SAMD ont été accordées. Alors la vraie question est là. Comment transformer cette opportunité en succès durable? C'est notre question centrale de ce soir que nous allons explorer ensemble avec des stratégies concrètes, une lecture fine des attentes des investisseurs et surtout des retours d'expérience terrain. Les États-Unis doivent-ils rester une priorité incontournable pour nos startups health tech? Pour en parler ce soir, nous avons la chance de réunir un panel exceptionnel avec le docteur Hakima Berdouz, CEO et fondatrice de Valley AI, qui nous partagera son parcours et son case study vraiment très inspirant. Dr Francis Maté, expert en financement et expansion internationale, business angel, que je dirais très actif au sein d'Angel Santé.
et Madame Sylvie Giret, conseillère au commerce extérieur de la France, spécialiste de longue date des implantations et stratégies transatlantiques. Je remercie bien entendu vivement vous tous d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également Strategic Healthcare Advisor pour cette initiative et organisation. Et bien sûr, vous qui nous suivez en ligne ce soir, un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de cette discussion. Je les reverrai à nos intervenants à la fin de ce webinaire. Nous avons le contexte, les enjeux, qui étaient surtout donc des rappels, mais pour entrer directement sur le sujet de ce soir, je m'adresse à vous, Akima, avec cette question. Je rappelle que nos intervenants ont 5 minutes maximum pour répondre à chacune des questions. Alors, Akima, quelles ont été les décisions clés qui vous ont permis de réussir en France avec un financement limité et comment comptez-vous reproduire cette recette Frenchy française aux États-Unis? À vous, Akima, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour l'invitation et pour donc l'opportunité pour nous d'être présents aujourd'hui et partager notre retour d'expérience de jeunes start-up, qu'on l'appelle bootstrap. Ça veut dire en fait qu'on a avancé, qu'on fait des choses avec très peu de financement et surtout avant même d'avoir levé des fonds, ce qui est effectivement aujourd'hui le cas de plusieurs start-up dans un contexte assez difficile en termes de levée de fonds. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons, on va dire, une petite recette qui nous a servi, qui nous a permis d'aller très loin aujourd'hui avec effectivement, avec peu d'argent avant même d'aller lever des fonds et qu'on espère reproduire aux US. Et donc, cette stratégie, c'est effectivement monter des partenariats institutionnels, industriels et académiques stratégiques, mais de commencer sur un territoire. C'est vraiment la stratégie de commencer petit, mais voir en même temps grand. Et c'est vraiment aujourd'hui le retour d'expérience de ce qui a fonctionné pour nous. Et à titre d'exemple, nous, effectivement, on est une start-up rochelaise, donc on est basé à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'était un peu notre terrain de jeu. C'est effectivement monter des partenariats avec La Rochelle Université, avec la région, avec les hôpitaux locaux, donc avec tout l'écosystème. Nous, on travaille sur le cancer du sein, donc la Ligue contre le cancer de la Charente-Maritime, avec l'Institut du sein Charente-Maritime. Et cette stratégie de commencer par un territoire et d'aller créer, on va dire, ce réseau d'écosystèmes qui vous permettent de vous déployer. Et c'est un peu notre stratégie que nous avons envie, effectivement, de déployer aux US en partant d'emblée, avant même, on va dire, il y a quelques années, on nous disait, commencez par votre ville de départ, allez sur le territoire national, allez ensuite en Allemagne, et ensuite en Europe, et ensuite, pensez à aller aux US. Aujourd'hui, les choses ont changé, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle nous, d'ores et déjà, dès quasiment le premier jour de la création de la start-up, en parallèle de notre déploiement sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons déployé la même chose sur la région de Boston et Cambridge, aux US, en déployant la même stratégie, un territoire cible, des partenariats et des collaborations stratégiques au niveau institutionnel, académique et industriel, pour pouvoir aller plus loin. Kima, par exemple, vous pourriez rappeler les différents partenariats que vous avez noués donc aux États-Unis pour démarrer cette aventure? Absolument. Donc la chance qu'on a eue effectivement sur les US, c'est effectivement d'abord identifier un territoire. Et on va dire, là, il n'y a pas de mystère, effectivement. Bon, là, quand on parle de Health Tech, en fait, la Health Tech Valley, c'est Boston, Cambridge. Et donc, nous, notre point d'entrée a été le MIT, que je connais depuis de très nombreuses années, d'ailleurs, pas du tout dans la Health Tech. Donc, puisque j'ai travaillé auparavant, quand j'étais chercheur au CEA, avec les équipes du nucléaire au MIT. Donc, c'était la première attache avec un institut académique qui finalement a été, qui était, on va dire, la porte d'entrée, la clé d'entrée pour aller rentrer dans cet écosystème académique. Et puis le deuxième partenaire stratégique qui nous a aidé beaucoup dans la préparation de notre arrivée sur le marché nord-américain, c'est la FACNI, qui est la chambre franco-américaine de la Nouvelle-Angleterre, qui est très active et qui a sponsorisé notre start-up pour aller justement, notamment en termes de visa, d'autorisation, etc., pour aller nous déployer aux US. Merci beaucoup. Kima, ça va nourrir, je dirais, la discussion de ce soir et qui entraîne donc une seconde question pour Francis. Comment les investisseurs français voient-ils une start-up qui privilégie les États-Unis
comme on vient de l'entendre, et faut-il associer les investisseurs américains dès le départ? Merci Eric pour la présentation et puis ce début de meeting. Il y a plusieurs sujets sur les investisseurs quand on regarde effectivement l'intervention que les investisseurs pourraient faire aux US. D'abord, il y a le sujet d'un groupe que je mettrai ensemble, c'est Biotech Medtech. Et puis il y a le sujet de l'intelligence artificielle. Donc du coup, les investisseurs vont pas, bien entendu, aller chercher les mêmes modes d'investissement, mais c'est surtout les montants globaux vont pas être les mêmes. On a plutôt l'habitude en France, jusqu'à aujourd'hui, de voir des sociétés de biotech, medtech qui vont aller chercher effectivement un développement économique aux États-Unis. Pour ce registre-là, un petit peu comme le dit Akima, je dirais qu'on peut aller chercher dans tout l'environnement américain global. Si on a effectivement aujourd'hui une boîte d'intelligence artificielle qui vient vers nous, on va plutôt aller chercher, et malheureusement ou heureusement, c'est pas le débat, on va aller chercher sur la Silicon Valley. Il y a des chiffres qui sont parus récemment, puisque du coup, il y avait un meeting en début d'après-midi en direct de San Francisco sur le financement de l'intelligence artificielle mondiale et en particulier celui de la baie de San Francisco. En fait, la baie de San Francisco sur l'année 2024 a pu lever effectivement, je vous dis les chiffres, 169 billions de dollars, quand l'Europe en entier n'a levé que 39 billions de dollars. C'est quand même exceptionnellement monstrueux de différence. Donc du coup, on va aller nous chercher des investisseurs de ce niveau-là sur ce sujet dans cette Silicon Valley. Après, on a aussi effectivement le fait que les États-Unis nous proposent des tickets beaucoup plus importants que nous proposent les tickets européens aujourd'hui. Du coup, la pratique aux US, c'est plutôt des tickets qui vont chercher entre 50 et 100 millions de dollars, quand la pratique française va jusqu'aux 5 millions d'euros, ou de dollars, peu importe. Donc effectivement, on a les Américains ont la croyance dans le dossier et la volonté de faire un accès marché fort et rapide que n'ont pas aujourd'hui les startups américaines, européennes, et puis le besoin effectivement ne se fait pas sentir d'aller chercher beaucoup. Ce qu'il y a aux États-Unis aussi, et ce qui change aussi la donne pour des investisseurs, c'est que souvent les startups sont suivies par des gros incubateurs. Alors, je ne dis pas que chez nous on n'a pas de gros incubateurs, mais les gros incubateurs américains que sont Rock Health, que sont Startix de chez Stanford, que sont Combinator. Voilà, ça ce sont des incubateurs qui non seulement vont nous permettre, comme certains font chez nous, d'avoir des locaux, d'avoir un petit peu de moyens et puis qu'on accompagne, mais surtout vont permettre effectivement d'amener des réseaux de VC, d'amener des réseaux de business angels, d'amener des réseaux de gens qui ont déjà travaillé pour eux, pour effectivement qui vont contribuer à assurer aussi des parts de financement. Et puis pour finir aussi sur comment on regarde le marché en tant qu'investisseur, on regarde aussi le marché américain avec des différenciations techniques sur l'organisation de l'investissement. On est en Europe, effectivement, avec des investissements sur des fonds. On va apporter des sommes d'argent plus ou moins conséquentes, avec des fonds, avec des VC, avec des family office, enfin, donc on va apporter de l'argent. Aux États-Unis, la pratique globale primaire, c'est effectivement de faire des financements en safe, même si effectivement le sujet est fort, le sujet est haut, enfin, même si on va chercher 10 ou 20 millions de dollars, c'est du safe. Nous, pour arriver effectivement à faire passer l'image, alors du safe c'est non, c'est clair que non, on n'en a pas chez nous, on arrive à faire du bridge avec des obligations, on a de l'argent normal, autrement on peut faire du bridge avec des obligations, mais la pratique américaine de ce safe change tout, parce qu'en fait, on va directement donner de l'argent à des startups pour qu'elles progressent, entre guillemets, non pas sans faire attention au risque, le risque on l'a mesuré avant de donner cet argent-là, mais à partir du moment où on l'a mesuré, on donne. En fait, nous, quand on mesure un risque et qu'on veut effectivement que ce risque-là, il soit un petit peu modéré, on fait d'obligations, mais cette obligation, elle nous couvre un peu. Donc c'est un peu la différence entre le type d'investissement européen et le type d'investissement américain. Je ferai un bémol pour la conclusion de cet investissement. Si on a affaire à des startups françaises, biotech, medtech ou même intelligence artificielle, ou voire même des startups d'origine plutôt latine, des Espagnols, des Italiens,
une pratique directe US qui n'est pas comme celle que vient d'écrire Akima, qui n'est pas officielle, on hésite un peu, on est en retard. Si on a affaire à des startups de l'Europe du Nord, des Norvégiens, des Nordiques, des Allemands, et aussi effectivement bien entendu des gens qui viennent du UK, ils ont plutôt la première intention d'aller chercher direct les États-Unis et revenir en Europe derrière. Donc ça change aussi la vision des investisseurs et ça change notre modèle, nous, tout dépend du dossier qu'on a dans les mains. S'il y a des dossiers qu'on a pour lesquels on va directement aux US, il y a d'autres dossiers, on n'ira jamais en première intention. Bien. Donc par rapport à la question, on retient que selon les cas, on peut y aller directement ou on doit prendre du recul et y aller en seconde intention. Ce qu'il faut retenir de... Merci Francis pour ça. Ce qui entraîne, nous avons vu le côté stratégique, le côté investisseur. Je m'adresse maintenant à Sylvie sur une question, je dirais, qui est beaucoup plus large, mais ô combien importante. Quelles erreurs culturelles commettent le plus souvent les startups françaises aux États-Unis et quelle stratégie leur permettrait vraiment de gagner en crédibilité, si crédibilité, on sait très bien le besoin que cela entraîne. Oui, pareil que Akima et Francis, merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de partager mon expérience. Ça fait presque 20 ans que je suis aux États-Unis et comme vous disiez, Eric, que j'accompagne des sociétés qui s'implantent ici. Je dirais que l'erreur culturelle la plus courante, la plus commune, déjà c'est de mal lire, de ne pas prendre le temps de lire ce marché américain pour ce qu'il a apporté. Donc il y a un aspect stratégique comme l'a évoqué Francis. Est-ce que les États-Unis sont un débouché commercial? Est-ce que c'est un levier stratégique? Est-ce que c'est un levier de financement, de crédibilité de l'entreprise? Donc, il y a une culture aux États-Unis du risque. Il y a une culture du oser qu'on n'a pas tellement en France. Donc, il y a des choses à apprendre des deux côtés de l'Atlantique. Je ne fais pas l'apologie des États-Unis à l'inverse de la France, parce qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Mais en tout cas, ce qu'il y a dans ces métiers qui sont les métiers de demain, en fait, qui sont des métiers du futur, c'est cette appétence au risque, de risque mesuré. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas idiots, ils ne prennent pas tous les risques. Mais ça, c'est quelque chose qui généralement fait défaut aux entrepreneurs français que je vois, en tout cas, qu'on voit arriver beaucoup aux États-Unis, c'est qu'ils l'abordent à la française, en voulant tout faire comme en France, ou en tout cas avec une casquette française. Et là, je rejoins ce que dit Akima, c'est-à-dire que le fait de faire un partenariat, on voit aussi des acquisitions, soit un partenariat qui peut être organique ou via une acquisition ou une prise de participation, c'est généralement un excellent moyen, quand les États-Unis ont été identifiés comme prioritaires dans le développement de la société, c'est généralement un moyen très judicieux, en fait, de progresser, de s'implanter sur ce marché, mais en ayant l'intention, et ça c'est une autre erreur que les entreprises font, que je vois souvent des entreprises françaises, c'est de ne pas apprendre. C'est pas parce qu'on achète une boîte aux États-Unis en tant que société française, on la détient et on lui fait faire tout ce qu'on veut lui faire faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut arriver, et ça généralement c'est la partie la plus délicate, c'est d'arriver à faire en sorte que sans qu'on en perde notre ADN, et notamment en R&D, on a des énormes atouts en France dans la qualité, des énormes, et je pense qu'Akima peut en témoigner, il y a des talents, donc on a des qualités indéniables à apporter, mais c'est d'apprendre, d'arriver en fait à fusionner ces deux éléments, l'élément américain, l'élément français, de la technicité, dans les skill sets, dans les talents, et dans la culture. Et ça, c'est l'aspect le plus difficile et qui en vient d'ailleurs souvent, ce qui est porté par les dirigeants eux-mêmes, qui doivent montrer cette volonté de dire on n'est pas juste là pour acheter une boîte et lui faire faire ce qu'on a envie de lui faire faire, on est là pour créer en fait finalement pas un monstre, mais une société à deux cerveaux. D'habitude, nous les humains, on a le cerveau droit et le cerveau gauche. Ben là, c'est le cerveau français, le cerveau américain qu'on doit arriver à faire fonctionner ensemble pour le bien de la société. Et le dernier point que je vois souvent, c'est vouloir aller trop vite. Il y a une mauvaise lecture de ce marché américain qui est aux États-Unis, tout va très vite. C'est tout va aller très vite aux États-Unis. Non, tout va très vite. À partir d'un certain moment, il faut de la patience, il faut être très tactique et très stratégique dans sa façon. Au début, et je peux citer des tas d'exemples de sociétés qui ont eu des démarrages extrêmement lents
ont voulu jeter l'éponge. Donc il faut pouvoir tenir. Alors après, comme dit Akima, c'est très important, évidemment l'argent est clé, pour pouvoir tenir, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche, comment on le cherche, et savoir attendre le moment d'inflexion qui effectivement, de par la taille, Eric, vous l'avez dit, de par la taille du marché américain, quand ça démarre, ça rigole pas. C'est exponentiel. Mais faut gérer ces deux aspects-là. Les États-Unis sont très très complexes et il y a, je dirais, une prime à la patience, mais à la patience déterminée. Donc ce sont les 2 points que je ferai valoir. Mais merci beaucoup, Sylvie, pour ces réponses. Et je retiens, donc, et on l'a tous retenu, cette grille de lecture qui semble vraiment très importante et bien prendre le contexte dans sa généralité, sans aller trop vite, comme je l'entendais également. Merci beaucoup. Je reviens vers Francis avec, par rapport à ce qui vient d'être dit, sur une autre question, et selon votre expérience, bien sûr, quels sont les avantages et les défis pour une start-up qui installe son siège aux États-Unis, tout en gardant sa R&D en France? Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Francis. Francis, t'es en mute. Mute, Francis, mute. Ça va aller mieux, là. Voilà, ça va aller mieux. On va déjà revenir sur la problématique humaine. Quelle que soit la qualité du CIO d'une start-up française, de n'importe quel segment, ou d'une start-up européenne, peu importe, qu'on a vu évoluer sur son propre territoire français, quelle que soit sa qualité, on ne peut pas lui donner quitus pour qu'effectivement ce soit lui qui soit le meilleur patron de la filiale américaine ou de l'entité américaine. Et ça, c'est connu Sylvie. Moi, j'ai connu avec Sylvie ces sujets-là sur 2 ou 3 boîtes qui n'étaient pas effectivement de la risquère pure, mais on l'a vu, et on le revoit encore pour une boîte qu'on a dans le portefeuille chez Rentier Santé aujourd'hui. Il faut effectivement la vraie volonté de la société de s'impliquer complètement dans les hommes et les femmes du tissu américain pour que ce soit eux qui, vu la connaissance du marché, amènent même la société. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, il y aura l'analyse de qui va diriger cette boîte, donc quel va être le CIO au monde, et puis est-ce qu'on aura un CIO US bien particulier ou un business developer bien particulier, et c'est avec cette rigueur-là qu'on va continuer effectivement à regarder ce dossier avec attention. Il y a aussi effectivement les pratiques effectivement qui sont pas les mêmes effectivement entre et là on peut prendre un sujet de medtech par exemple. Vous n'avez pas les mêmes rapports dans la medtech entre des grands hôpitaux américains, Villa-Rosa, Stanford Medical ou des choses comme ça que vous pouvez l'avoir avec la PHP. Je fais faire peut-être pas souhaiter tout le monde, mais c'est vrai que là aujourd'hui, quand vous arrivez avec un modèle français et que vous dites on a fait ça avec la PHP et la BPI, c'est souvent la BPI qui nous finance des projets à PHP en Europe, ils vous rigolent au nez. On s'est dit mais vous n'avez rien connu, vous avez connu que de l'argent public, et là aujourd'hui on va vous montrer ce que c'est que le niveau privé d'intervention. Donc on a besoin de savoir si la start-up qu'on va accompagner aura une stratégie business développement et d'accès au marché suffisamment large dans beaucoup de types d'hôpitaux privés. Et un groupe comme Stanford Hospital aujourd'hui, qui est un groupe effectivement basé à San Francisco, c'est 500 hôpitaux. Donc du coup, on arrive toujours avec des registres gros. Donc effectivement, à regarder ça avec attention. En ce qui concerne la R&D, et ça, là on l'a constaté aussi, c'est toujours une bonne idée de la laisser en France. Enfin, la laisser particulièrement dans le pays où elle est, parce que nos talents, nos chercheurs, les gens d'intellect qui sont plutôt chez nous qu'aux US, qui sont des gens de la supply chain, mais à l'autre bout, donc du coup, donc effectivement, c'est assez bienvenu d'aller chercher des gens de la R&D là, et puis ça nous donne effectivement un deuxième type d'investissement possible avec des fonds qui resteraient des fonds français voire européens qui ne veulent pas aller aux États-Unis et avec lequel on peut faire financer la R&D. Donc ça c'est une bonne solution de laisser la R&D. Je rajouterais, puisque du coup un des éléments non pas central mais obligatoire maintenant, c'est qu'on a besoin nous aussi d'investisseurs, et on revient donc là du coup sur la medtech, de savoir quelle est la géographie du manufacturing. Donc la société dont je vous parlais, qu'on suit un peu chez Angel Santé, elle est maintenant aux US, et la R&D en France, et
puis c'est fabriqué en Chine. Donc on a aussi besoin de savoir si effectivement, stratégiquement, tout est bien pesé. Tout le monde vous dira que le modèle Apple il fonctionne bien comme ça, mais là on ne s'appelle pas Apple quand on est une petite start-up qui fait très peu de chiffre d'affaires. Donc est-ce que ce modèle-là il est bien pesé pour que ça nous amène effectivement à quelque chose de sérieux. Donc les vrais investisseurs qui vont aller aux États-Unis, et malheureusement ce ne sont pas les fonds français qui ont cette vision-là. On est trop centré sur nos modèles à nous. Les vrais investisseurs qui vont aller aux États-Unis vont regarder ça avec attention, et c'est pour ça que du coup on va plutôt chercher des fonds tendance américaine. Très bien, merci. Je pense que tu as très bien répondu à cette question, et qui m'entraîne donc une question pour Sylvie. Quand j'entends parler justement de fabrication en Chine, avec la politique du Buy American aujourd'hui, quel défi majeur rencontrent les startups françaises en health tech, et comment les surmonter justement? Alors, je dirais que le premier défi, c'est déjà de suivre ce qui se passe et d'arriver à décoder d'un jour sur l'autre dans quelle direction ça va, parce que ça va quand même un peu dans tous les sens, cette affaire. Donc c'est extrêmement complexe, effectivement, c'est un très très gros défi. Et d'ailleurs, ça explique en partie les chiffres qui ont été cités de chute en fait des investissements dans le domaine, parce que tout le monde est un peu en mode oups, que se passe-t-il, dans quelle direction ça va aller, comment on se retourne, etc. Donc les défis, ils sont pas des moindres, parce que déjà, il faut pouvoir trouver aux États-Unis les technologies dont on a besoin. Certaines technologies brevetées ne sont pas américaines. Il y a une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement complexe, et c'est un peu d'ailleurs le côté complexe de pour les entrepreneurs et les entreprises en général, de ces politiques qui sont par la nouvelle administration, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte de la réalité de ce qu'est le marché. Donc en fait les entreprises doivent faire la quadrature du cercle en disant ok, je dois rentrer là-dedans. Donc en fait une des solutions que moi j'ai commencé à voir récemment, c'était le fait d'avoir deux entités distinctes, une entité qui est dédiée, qui est Buy American, qui est 100% compliant, conforme au Buy American Act, les 55% minimum, etc., qui est dédié en fait à répondre aux appels d'offres publics, et une entité distincte qui n'est pas compliant, qui n'est pas conforme, et qui, elle, adresse le marché privé. Donc ça ne fonctionne pas forcément pour toutes les entreprises, mais ça fonctionne pour certaines, ça s'applique, d'arriver à dissocier en fait les deux pour ne pas être complètement dépendant de cette politique qui est assez difficile à lire et assez difficile à intégrer. Puis il y a un coût. Le défi, c'est le coût. C'est que ça rallonge déjà vouloir trouver les fournisseurs, quand on arrive à les trouver, qui cochent les cases, tout ça rallonge l'entrée sur le marché. Donc c'est vraiment pas négligeable. D'où d'ailleurs, je trouvais intéressant cette direction qui a été prise par certaines sociétés de dissocier, de dire voilà, ne ralentissons pas trop le cœur du business, mais on va montrer patte blanche, et là-dessus on peut se permettre de passer un peu plus de temps. Donc allongement des délais, coûts élevés. Tout ce qui est américain est quand même beaucoup plus cher que ce qui est fait en Chine, etc. Ça, c'est une réalité. Et puis, je dirais, on en revient quand même pour les solutions à ces partenariats acquisition qui permettent d'aller plus rapide, enfin gagner du temps, ne pas prendre à sa charge en fait, toute cette démarche extrêmement lourde. Et puis d'ailleurs aussi très différente de ce qu'on connaît quand on est en France, et du coup d'aller sur des partenariats. Voire des partenariats, des acquisitions. Donc on en revient quand même beaucoup. Moi je pense que la principale solution se trouve dans les partenariats avec ou non prise de participation majoritaire ou pas. Merci Sylvie pour cette réponse très claire, et sur laquelle nous reviendrons certainement dans les questions plus ouvertes ultérieurement. Une dernière question ouverte pour Akima, qui est de dire, si vous deviez donner 3 conseils, un peu la boîte à outils, à un fondateur français qui démarre aux États-Unis, lesquels seraient-ils? C'est compliqué. Mais je me doute, d'où la question. Parce qu'en fait, chaque start-up, c'est une histoire, et une histoire différente. Et chaque entrepreneur, c'est une histoire différente. Et donc, effectivement, s'il y avait seulement une règle qu'on pourrait déployer, ça serait très magique, ça serait bien. Mais de toute façon, je pense que tous les entrepreneurs le savent, c'est que, en fait, comme disait Steve Jobs aussi,
quand on est à la tête d'une start-up, en fait, on est à la barre d'un bateau qui prend l'eau. Mais en fait, le rôle du CEO, c'est de garder le cap. Voilà, donc ce cap-là, bien sûr, quand il y a un iceberg en vue, il faut passer au moins temporairement. Et d'ailleurs, c'est un peu ça. Donc, moi, ce que je retiens, effectivement, tout à l'heure, je pense que Sylvie et Francis en ont parlé, c'est cette culture américaine qui est très différente de la culture française. Et c'est vraiment très important de l'apprendre de l'adopter quelque part. Et je me rappelle, moi, il y a 2-3 ans, au moment où j'étais encore intrapreneur, on me reprochait de penser à l'américaine en France. Donc, et c'est compliqué, effectivement, de dire, en fait, il faut penser d'une manière française, mais en fait, quand on se déploie sur un marché mondial qui est, qui plus est, à majorité sur le sol américain, parce qu'effectivement, nous, par exemple, sur le marché de diagnostic IA du cancer, en fait, 52% du marché est aux US. Donc, ça veut dire le premier euro qu'on va pouvoir gagner, c'est $1. Et donc, il faut faire avec. Et donc, pour le coup, là, le premier conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est d'aller planter son drapeau à côté de son client. Voilà. Et donc, ça veut dire, et de comprendre ce que veut son client, comprendre et parler avec son client, avec le langage de son client, être là pour lui répondre à son problème et lui apporter une solution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et ça, c'est une démarche business, je pense, quel que soit le domaine. Mais qui plus est dans la health-tech et dans la deep-tech et dans l'IA en général, il faut parler le même langage que son client. Et son client, par exemple, pour nous, ce sont les industriels, ce sont les médecins, ce sont les hôpitaux, ce sont les éditeurs de logiciels, les équipementiers, etc. Donc premier, comprendre son client et préparer effectivement son dossier, sa posture pour répondre à ce besoin. Le deuxième point, c'est effectivement, quand on parle d'US, en fait, on a, quelle que soit la start-up, qu'elle soit française, italienne, quelle que soit, et en particulier dans la deep-tech, il faut commencer petit et voir grand. Alors, c'est un peu c'est un peu compliqué à gérer ça, surtout quand on a, mais effectivement, on est obligé de voir grand. Parce qu'effectivement, si on ne voit pas grand, en fait, ça va être compliqué d'aller dire pourquoi on est champion, pourquoi on est les meilleurs, et pour aller se différencier par rapport à un monde très concurrentiel. Donc, il ne faut pas du tout réduire ou être modeste. Parce qu'effectivement, et ça c'est un point que Francis avait cité tout à l'heure, on a la chance en France et en Europe d'avoir les talents, d'avoir la technique, d'avoir les brevets, d'avoir la technologie, d'avoir la connaissance. Effectivement, par contre, l'argent et les capitaux sont aux US. Et donc, en fait, quand on est une start-up française ou européenne, et puis effectivement qu'on a un capital, notamment en termes de propriété intellectuelle, en tant que savoir-faire, en fait, c'est très bien vu et c'est vraiment très valorisé au niveau aux US. Donc, en fait, il faut quand même voir grand, être sûr que ce qu'on apporte, c'est vraiment différenciant et puis ne pas hésiter à dire oui, on est les champions de notre domaine, notre domaine d'expertise. Voilà. Et donc, ça, c'est une mentalité qui n'est pas forcément bienvenue, on va dire, dans un monde franco-français. D'ailleurs, on nous l'a souvent reproché, pour notre part. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la solution de survie qu'on a, nous, les startups françaises, pour aller sur un marché de toute façon qui est international. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, le point que je vais citer, c'est vraiment sur la veille, sur l'intelligence en fait. On pense par exemple, nous, Rovalet AI, c'est une petite start-up à La Rochelle, donc effectivement, peut-être aujourd'hui, on commence à savoir qui on est, à ce qu'en France, les gens savent un peu ce qu'on fait. Mais en fait, juste pour vous donner un exemple, sur notre site internet, 90% du trafic, c'est aux US. Ça veut dire qu'en fait, qu'on est déjà dans le radar là-bas, en fait. Alors qu'effectivement, peut-être en France, on vous dit oui, vous êtes une petite start-up, en province, etc. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'IA, alors que nous, effectivement, on est là, on apporte, effectivement, on travaille sur l'IA de 4e génération. Mais en fait, on n'est pas les seules start-up IA en France, mais effectivement, aujourd'hui, quand on parle de start-up IA, on parle de Mistral. Voilà. Et tout le reste, on ne parle pas de nous. Alors qu'aux États-Unis, en fait, on nous dit, en fait, quand les gens viennent vous parler, en fait, ils vous parlent, c'est comme si vous étiez aussi Mistral. En fait, il n'y a pas
il n'y a pas de problème de taille, et ça change complètement la donne. Voilà, et je m'arrêterai là. Mais un grand merci, puisqu'on a bien retenu donc les 3 points clés, et c'était très vivant, et merci Akima donc, pour ce témoignage. Ce qui nous entraîne, après ce tour d'horizon des différents sujets qu'on a abordés, de rentrer plus sur une question ouverte pour vous trois, qui est celle-ci en général. Quelles sont, selon vous, les conditions indispensables? On en a parlé un peu, mais c'est bien de les résumer, pour qu'une start-up française transforme son ambition américaine en succès durable. Qui souhaite commencer à répondre? La base de la base, c'est une base juridique. Il faut que la société soit transférée aux US. On ne peut pas se dire, effectivement, on va faire le même résultat si la start-up reste en France et ouvre une petite filiale aux US que si on transforme la société aux États-Unis. Ça pose des problèmes, effectivement, ensuite de financement, ça c'est clair. Mais la réussite, elle va être là, puisque la réussite, effectivement, c'est du développement commercial, quel que soit le sujet health tech qu'on emmène. Et il faut que la société soit immatriculée aux US. On pourrait citer 2, 3 cas très récents là, de l'été, où on a vu qu'effectivement, c'était vraiment une oubliée de la figure. Et après, moi, je rajouterais Oui. Pardon. Non, Je rajouterais, une fois que ça c'est effectivement acté, j'ajouterais le choix des hommes et des femmes qui vont être dans ce bateau et avoir le gouvernail en main. Donc des gens qui doivent avoir à la fois la crédibilité mais aussi la compréhension. Donc il faut vraiment prendre le temps en fait de choisir les bonnes personnes qui vont piloter cette partie du navire parce qu'elle est stratégique. Et puis faire preuve dans ce choix-là d'une certaine humilité, c'est-à-dire que les Français sont souvent perçus comme très arrogants et donneurs de leçons. On sait tout mieux que tout le monde, etc. Donc c'est pas parce qu'on a conçu une technologie en France, là par exemple Akima peut en témoigner, qu'elle ne peut pas aborder le marché américain en ayant l'humilité. Ça n'empêche pas la détention du capital, etc. Ça n'a rien à voir en fait. Et en fait, en France, on a tendance à confondre les deux. Donc, le choix des personnes et je dirais, la gouvernance qu'on va mettre en place et les règles de développement et de décision qui vont être mises en place sans avoir cette espèce de complexe permanent qu'on a, nous, les Français, de dire c'est quand même ma boîte, c'est ma techno, c'est moi qui l'ai conçue, donc c'est moi qui décide. Voilà, arriver à dépasser ça. Juste avant qu'Akima, tu t'exprimes, je complète un peu ce que je n'ai pas dit, mais quand on fait une due diligence sur un sujet américain et non pas sur un sujet européen, voire franco-français, la due diligence faite par des investisseurs américains n'a rien à voir avec la due diligence faite par des investisseurs européens. En particulier, quand vous êtes sur les slides de benchmark de la concurrence, rien n'est oublié. On n'oublie pas la concurrence. On ne met pas la concurrence sous le tapis. Ce qui nous arrive quelquefois en Europe, on a vu le sujet nous hier avec Sacha, des gens qui oubliaient de nous dire quels étaient leurs concurrents. Et donc voilà, donc on a aussi ce besoin effectivement de retrouver ce combat en fait, parce que savoir qu'on a des concurrents, Akima il va parler après, si on lui dit ton concurrent Akima c'est Mistral, elle vous sourit au nez, elle vient de me sourire au nez, et son concurrent c'est les gens qui font de l'intelligence artificielle 4e génération, voire presque 5e si elles existent, je ne sais pas qui m'a dit, mais voilà, donc c'est ça, et voilà, donc on a besoin effectivement d'être très transparent et très fort sur ces études-là. Absolument. Donc, je terminerai effectivement par les concurrents. Merci beaucoup, Francis, pour la perche. Parce que les concurrents peuvent devenir aussi des clients. Voilà. Donc, ça, et je m'arrêterai sur ce point-là. Donc, c'est un peu l'ouverture dont parlait effectivement Sylvie, d'aller effectivement avec cette humilité par rapport à ce marché et d'être assez ouvert, même très ouvert pour pouvoir naviguer en eau trouble et puis s'en sortir. Mais pour terminer, le point sur lequel je terminerai, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous, les startups françaises, notamment les startups d'innovation de rupture, on a besoin de beaucoup de capitaux. D'ailleurs, Eric, tu as cité le montant de 20 millions par an. Voilà, donc donc on ne va pas aller très loin avec même 5 ou 3. Voilà, c'est un peu compliqué alors que nos concurrents, et voilà, je rejoins Francis, en fait, ils lèvent 100 millions, voire beaucoup plus en seed, assez rapidement, alors que nous, on joue un peu plus petit dans un marché mondial où il y a une course, on est tous sur le même point de départ dans une course. Et effectivement, nous, on commence un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le film de la star qui jouait avec
qui vont faire la course avec une vieille voiture pour faire de la glace, les Jamaïcains, et que voilà, les autres ils ont des bolides pour aller plus loin. Donc c'est un peu ça, moi, le sentiment que j'ai. Néanmoins, l'argent est important. Effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Néanmoins, aujourd'hui, ça a changé. Le paradigme a changé. Ça veut dire que nous, les startups, on cherche pas l'argent à tout prix. Et ça, moi, c'est le retour d'expérience que j'ai vécu, c'est qu'effectivement, les investisseurs, en fait, il y a deux grands types d'investisseurs, deux grandes familles d'investisseurs. Il y a les missionnaires et il y a les mercenaires. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est très important de faire attention et il ne faut pas croire, je pense qu'il y a plus de mercenaires de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, c'est pas ce qu'on imagine. Et effectivement, le start-up, et d'ailleurs, Sylvie, tu en parlais, c'est que, effectivement, il va falloir faire des partenariats, il faut aller voir voilà, le Made in US, etc. Mais il ne faut pas perdre ses valeurs en fait, et son identité qui fait qu'une start-up est une start-up. Voilà, d'où l'importance effectivement de chercher les missionnaires plutôt que les mercenaires. Et tout protéger juridiquement. Les US, c'est un marché de jurisprudence. Tout protéger, ne pas croire les Américains qui vous accueillent avec les grands sourires ultra bright, etc. Ne pas croire que cette partie-là, toujours, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Bordez-vous de surtout. Excellent, et merci beaucoup pour ces réponses très claires et simples à la fois, mais quelle belle boîte à outils quand on doit réfléchir pour passer donc ce cap du transatlantique. Nous avons vu le temps présent, voire le court terme, je dirais. Si on se projette un peu sur la prospective et tendance future, on va dire le trend à 3-5 ans, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon toutes vos expériences, quelles ruptures technologiques, évolutions de remboursement ou tendances d'investissement vont, selon vous, façonner l'expansion américaine des health-tech françaises dans les 3-5 ans? Vaste sujet. Nous avons quelques minutes pour en parler, mais c'était bien de l'ouvrir pour montrer aussi cette prospective. Je ne sais pas si on peut répondre parce que j'ai connu Sylvie en 2014. En 2014, on ne parlait pas de maladies rares. Aujourd'hui, le top 20 des grands laboratoires mondiaux ne voient que par la maladie rare. Est-ce que dans 10 ans, ils verront ça aussi? J'en sais rien. Ce qui est sûr que c'est très rapidement, l'intelligence artificielle aura aidé la R&D des startups, c'est sûr, et aussi des grands laboratoires à aller beaucoup plus vite dans sa recherche, à cibler beaucoup plus des pathologies ou des médicaments de thérapie que ça nous le faisait pendant ces 50 dernières années. Donc effectivement, est-ce que la vitesse, l'intelligence artificielle va nous permettre d'être meilleurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui économiquement de continuer à aller sur du financement et du remboursement de produits maladies rares à des sommes astronomiques? Non. Bon, ça c'est clair que non, on ne financera pas. Alors pour le moment, je vais prendre une casquette d'investisseur, ça nous fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir aux fonds d'investissement qui investissent parce qu'il y a toujours de gros multiples derrière. Je ne pense pas que ça soit la vraie logique pour les années, les 15-20 années qui vont venir. Ça vient vite. Hein. Mais c'est ça qui me... Après, en point de vue... Donc, on était sur la biotech. Ça, c'est clair et net. On a beaucoup à travailler sur... Nous, on a de grosses demandes sur ces sujets-là, sur les sujets de santé mentale. Donc ça, je pense que dans les 10 ans qui viennent, on aura effectivement de grosses choses à financer sur la santé mentale et sur effectivement cette énorme pathologie neurologique, les 2 ou 3 grosses pathologies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, effectivement, qui voient là, parce que ça fait X années, même dizaines d'années qu'on n'a rien trouvé sur ce sujet. Il va falloir qu'on trouve quelque chose, parce que c'est devenu démesuré. Voilà. Et pour finir, le gros bloc, entre guillemets, cancérologie va continuer à faire le travail R&D qu'il fait depuis longtemps. On va peut-être chercher des choses plutôt, des choses qui sont liposomiques, microfluidiques, ou plutôt à base de micro-ARN que ce qu'on cherchait jusqu'à maintenant. Mais là, on est très bien calibré et les gens vont aller correctement. Moi, c'est le vrai sujet, c'est un peu l'abandon des maladies rares et aller chercher de la santé mentale. Merci Francis. Akima, je vois. Oui, qui aurait cru il y a 2-3 ans que que plus personne n'aurait Google sur son ordinateur, voilà, que ChatGPT a renversé Google, voilà, donc personne n'aurait cru.
Qui aurait cru il y a 2 ans, effectivement, que les Microsoft, les Google, tout ça, sont en train de licencier en masse? Personne. Voilà, personne n'aurait cru. Moi, je crois fondamentalement que l'IA va changer le monde. Voilà. Donc, je crois fondamentalement que dans les 5 ans, voilà, encore faut-il y mettre les moyens dans les 5-10 ans. Je porte espoir que voilà, le cancer, voilà, donc voilà. Déjà dans 5 ans, je pense qu'on sera capable d'aller détecter les cancers très très tôt et donc de les guérir, de les comprendre grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, moi j'y crois, voilà, par rapport à cette notion effectivement sur le cancer, sur les maladies rares. Par contre, effectivement, ce que je crains, c'est qu'effectivement ce développement technologique ne sera pas européen au regard des financements, il sera américain, il sera chinois, voilà, mais il ne sera probablement pas européen, malheureusement, parce qu'effectivement, cela nécessite des fonds, et donc il y aura une course que je crains qu'on est en train de perdre, alors que d'habitude, moi, je suis très optimiste, les gens qui me connaissent, mais effectivement, en fait, c'est parce que même si les talents sont là, en France, en Europe, en fait, les capitaux ne sont pas là, et les investisseurs ne sont pas prêts à prendre ce risque pour changer le monde, pour changer la donne. Voilà. Donc, je pense que néanmoins, je pense que fondamentalement que les gros, on va dire les verrous technologiques, les gros problèmes qui nous bloquent aujourd'hui vont être levés grâce à l'IA, voire de 5e, voire 6e génération. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un nom, parce que j'ai parlé de la 4e génération, pour que vous sachiez un peu ce que c'est. Donc, effectivement, pour nous, l'IA de première génération, c'est l'IA qui a duré, il y a 15-20 ans, nous, on a travaillé sur ça, c'est vraiment l'IA initiale, qui était encore confidentielle, on va dire, comme Internet il y a 30-40 ans. Et l'IA de 2e génération, en fait, c'est l'apparition de ChatGPT, c'est Mistral AI, etc. L'IA de 3e génération, c'est ce que vous avez tous vu venir le 5 août dernier, là pendant l'été. En plein été, effectivement, c'est le lancement de ChatGPT 5, de la Thinking AI, etc. Donc ça, c'est vraiment la 3. Nous, effectivement, ce sera l'autre jour, on vous présenterait ce que c'est la 4e génération qu'on est en train de breveter à mort, parce qu'effectivement, on révolutionne des choses comme ça. La 5e génération, c'est ce que essaie de faire Meta, effectivement, pour pouvoir créer sa super intelligence. Et et ça c'est la bonne nouvelle pour les matheux et pour les mamans, pour pouvoir convaincre leurs enfants de faire des maths plutôt que faire du foot. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, en tant que matheux, on peut gagner plus d'argent qu'un footballeur. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qui va changer, effectivement, c'est la 6e génération qui sera, et j'en suis convaincue, elle sera quantique. Et donc, c'est ce qui fait que ces technologies vont aller très vite. Et d'ailleurs, je vais vous dévoiler un peu du secret pourquoi notre IA de 4e génération, donc elle est multiphysique. D'ailleurs, si vous avez entendu les discours des patrons de OpenAI, de NVIDIA, etc., qui disent, en fait, n'apprenez pas vos enfants de coder, mais apprenez-leur à faire des maths et de la physique. Voilà. Et donc, c'est ça le secret. Et ça, la chance qu'on a en France, c'est qu'on est des champions dans ces domaines-là, dans ces disciplines. Encore faut-il qu'il y ait des moyens pour pouvoir y aller ensemble. Et donc, tout ça, technologiquement, dans 5 ans, je pense qu'on parlera peut-être moins de cancer, parce qu'en fait, on arrivera à le détecter tôt, à le soigner, grâce à l'IA, la super intelligence, voilà, qui sera accessible, et ça va très très vite. Voilà. Donc, c'est pas les échelles de temps ont changé. Et je pense que les vrais sujets vont être en fait comment vivre le plus longtemps possible en meilleure santé, et notamment des questions sur la prévention. Et cela, en fait, ce qui va arriver, ça va changer en fait le modèle économique des assurances, des mutuelles, voilà, comme on les connaît, et forcément les business models des startups. Voilà. Donc c'est un peu ma vision des choses dans 5 ans. Donc elle est quand même optimiste, mais il faut que les choses au niveau, peut-être pas politique, mais la vision des investisseurs changent, pour que l'IA et la health de demain ne sera pas que chinoise et américaine, mais qu'elle soit aussi européenne et française. Paola, merci. Une belle vision, je dirais. Bravo, Akima. Sylvie, vous vouliez... Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je vois, je travaille beaucoup sur le marché du consommateur, et tout ce qui est, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Akima et Francis, tout ce qui est device comment on appelle ça en bon français, de device de monitoring personnel, pour suivre maintenant, l'Apple Watch a commencé, et tous ces petits modules nous aident à savoir combien de temps on dort, si on est en cohérence cardiaque, etc. Donc en fait, ça c'est des choses qui sont effectivement en explosion.
Les gens sont vraiment à l'affût de tout ça aussi parce qu'aux États-Unis, n'oublions pas, par rapport à ce qui a été mentionné aussi sur les coûts de la santé, ça coûte très très cher. Avoir une assurance santé coûte cher, se soigner coûte cher. Du coup, il y a une volonté d'être pas mal en amont, donc tout ce qui est autodiagnostic, santé en général et la santé mentale. Là, j'ai collaboré il n'y a pas très longtemps sur un projet de robotique avec de l'AI à destination des jeunes enfants en situation de handicap cognitif et mental, qui peut aussi s'appliquer aux personnes plus âgées. Donc là, on rentre dans les problématiques cognitives comme dont parlait Francis. Donc la santé mentale et l'isolement sont en fait des sujets qui sont prompts à favoriser des technologies individuelles d'accompagnement, de maintien de l'activité cérébrale, etc., etc., et les aspects plus généraux, où là d'ailleurs on touche au marché incroyable des États-Unis, qui est à la fois le marché B2B, qui est effectivement un marché très puissant, et le B2C, qui est un marché colossal d'un point de vue potentiel. Oui, excellent. Excellent, on voit très complémentaire avec des visions différentes, mais le B2C par exemple, il est évident que la prévention, comme ça vient d'être dit également, c'est des notions, donc on a de belles perspectives pour développer des investissements et faire de la recherche, donc je trouve ça très positif. Merci à tous les trois pour ces réponses. Je ne sais pas si nous avons des questions de la part des participants. Jean-Michel ou Caroline? Donc oui. Une question qui nous avait été posée en amont du meeting était à propos du marché canadien. À cause de cette polémique Buy American First et des liens historiques qui ont été entre la France et le Canada depuis longtemps, la question était, est-ce qu'en 2025, il est plus stratégique d'essayer de rentrer dans le marché nord-américain par le Canada et ensuite rentrer aux USA, ou est-ce que c'est pas une bonne stratégie et à l'Amérique, les USA directement est la voie d'entrée? Il y a un sujet réglementaire qui est compliqué, parce que du coup, même si tu as le FDA approval des US et choses comme ça, il n'est pas compatible avec le réglementaire canadien. Donc du coup, il faut le reposer. Donc ça c'est déjà un arrêt important. Ah, ça l'était avant, hein, c'est pas Trump qui l'a imposé, mais ça l'était avant. Donc, et du coup, les règles de Trump ont tout changé, mais je dirais qu'on voit plutôt, alors là je parle du coup sur des investissements, on voit plutôt arriver des Canadiens qui veulent investir en Europe. Aujourd'hui, on est en train de leur chercher des financements, qu'on ne voit des entreprises françaises ou autres européennes qui voudraient passer par le Canada pour arriver aux US. Mais Sylvie, on va en dire plus, je pense qu'elle sait mieux. Alors mieux, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai depuis 19 ans que je travaille sur ce marché et que je vois beaucoup d'entreprises françaises me dire rentrer par le Canada, qui est notre base arrière, et ensuite aller aux États-Unis, c'est un faux sujet. Il y a tous les aspects réglementaires dont Francis vient de parler, etc. Mais c'est très complexe le marché canadien, administrativement parlant, avec toutes ces provinces, etc. Donc on est souvent attiré par le Québec, par exemple. Enfin, il y a des tas de dispositifs qui sont très alléchants pour venir au Canada, sauf qu'il faut considérer que quand on vient au Canada par une province, en fait, c'est comme si on arrivait en Europe par un pays. Il faut quasiment refaire toute la même démarche pour se développer en Ontario, etc. Deuxième point, les Américains je vais faire une mauvaise blague et j'en suis désolée, mais parce que c'est ça, c'est que les Américains voient les Canadiens comme de temps en temps les Français on a tendance à voir les Belges. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, malheureusement. Alors j'ai beaucoup de respect pour les Belges, attention. Mais il y a cette notion, c'est pas un leverage, c'est pas un levier. Et le troisième point, et dernier point, c'est que c'est aussi resource consuming de se développer au Canada pour un enjeu qui est 10 fois moins élevé que le marché américain. Donc autant aller directement. Si vous avez des choses à faire sur le marché canadien, faites-les, mais ne prenez pas le marché canadien comme une passerelle pour aller vers le marché américain, c'est un faux sujet. Et c'est peut-être même d'ailleurs plus dangereux de le faire comme ça que d'aller directement aux États-Unis. L'inverse est plus facile. Et je partage avec vous une expérience, puisqu'effectivement, nous, on nous avait recommandé d'aller faire cette démarche-là de rentrer, on va dire, aux US par la porte canadienne, et en partie québécoise. Et d'ailleurs, il y a de cela avant l'arrivée de Trump.
Et c'était la politique aussi canadienne envers les entreprises et les startups européennes et françaises de dire, en fait, venez vous installer au Canada, voilà, commencez à préparer et aller ensuite aux US. Et le retour on a fait effectivement, on a mené une étude de marché parce que l'idée c'était alléchant, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de financement, d'aide publique pour pouvoir recruter local et puis financer de la R&D, etc. Ils ont effectivement donc des dispositifs très très intéressants pour des startups. Mais effectivement, le déploiement effectivement au Canada est compliqué parce que Santé Canada, en fait, c'est un peu comme s'il fallait, comme tu disais Sylvie, faire la même chose en Allemagne, en Pologne, etc. C'est très compliqué. Et puis le marché canadien lui-même est saturé. Il y a une difficulté pour les citoyens canadiens d'accès à la santé, avec des délais très longs, c'est hyper compliqué, et même de dire, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'aller vendre au Canada que d'aller vendre en France, en Espagne, etc. Donc en fait, le jeu ne vaut pas la chandelle forcément, et je suis d'accord, c'est ce qui fait que nous, très très vite, effectivement, on a visé les US direct. Parfait, donc la réponse est très claire, je crois, écrite unanime. Nous arrivons donc proche de la clôture, même si nous aimerions continuer en une heure supplémentaire, je suis sûr qu'il y aurait plein de belles choses à dire et pour aider donc l'ensemble des entreprises présentes ce soir. Mais nous arrivons à ce terme et nous allons le clôturer en vous remerciant. Akima, Francis, Sylvie, un grand merci à la fois pour la clarté de la discussion que nous avons eue, la profondeur, ça a été vraiment très intense, et la générosité du partage. Merci également à tous nos participants. Je suis certain que beaucoup de choses ont dû être notées parce que cette boîte à outils, ces conseils, cette façon de faire a été très bien détaillée. On peut dire plein de choses, mais malgré les défis politiques, les opportunités restent aux États-Unis, on l'a entendu, si ce n'est que par les budgets nécessaires et la façon de lever également les moyens, on va dire, qu'il nous faut pour investir. Donc allons dans cette direction. Il est difficile de vous donner des clés de succès, elles ont été dites, les plus ou moins. Mais je pense que la diversification de l'investissement, la recherche de partenariats, l'humilité, j'ai beaucoup aimé également le fait de ne pas transposer le modèle qu'on connaît bien, le tempérament qui nous est trop souvent malheureusement bien connu en tant que Français, et surtout cette grille de lecture également, très nécessaire. Et j'ai bien aimé qu'on parle des clients, parce qu'avant tout le client, donc, c'est le nerf, je dirais, de toute entreprise, c'est le sang de l'entreprise. Je pense que vous avez noté plein d'autres clés de succès, mais globalement, on a pu vraiment entendre la vraie vie également et comment transformer donc cette volonté de nos stratégies sur le sol américain. J'espère que tout cela a été clair pour tous, mais j'en suis, sans se faire trop plaisir, convaincu. Merci à tous, très belle soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.